Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Faites entrer l'invité. Il sera politique aujourd'hui. Quels sont les engagements de nos politiques dans le contexte actuel ? Comment travaillent-ils ? Quel est leur regard sur la pandémie, la crise économique que nous traversons, mais aussi et surtout notre système de santé qui a révélé de nombreuses failles ? Quelles sont les propositions apportées par les uns et les autres ? Y a-t-il des concertations régulières entre majorité et opposition pour un véritable débat public ? Les enjeux sont importants, l'inquiétude prévaut chez de nombreux Marocains et nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de réponses à nos nombreuses interrogations. Aujourd'hui, c'est un membre du PAM que nous recevons, un membre du bureau politique du parti Authenticité et Modernité, Mehdi Ben Saïd. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va et vous ? Alors, je porte pour nos auditeurs qui nous verront une écharpe orange. Je vous rappelle que 2M.ma et Radio 2M s'associe aux 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Le thème de cette année, tous unis en 2020, Oranger le monde, intervenez, prévenez, collectez. Et je vous annonce d'ores et déjà que la semaine prochaine, nous consacrerons plusieurs jours à ce sujet en recevant des intervenants qui travaillent sur le terrain, notamment des cellules de la DGSN. On vous en parlera plus longuement. Un mot tout d'abord peut-être sur la violence faite aux femmes et cette importante campagne tous les ans, mais pour sensibiliser, mais qui ne suffirait presque pas chez nous. Bien sûr, en tant que parti, nous soutenons cette campagne. Nous allons plus loin en essayant d'apporter davantage, communiquer davantage sur ce genre de problématiques à travers le Parlement ou bien sûr à travers les communiqués que fait le bureau politique. Et j'ai envie de dire cette année encore plus, parce que comme vous le savez, c'était un sujet d'actualité à un moment donné, à cause des problématiques sanitaires qu'il y a eu dans le monde, pas spécialement au Maroc, et à cause donc du confinement. Il y avait une crainte qu'il y ait une montée donc, des violences faites aux femmes, notamment par rapport dans les relations hommes-femmes et mari, etc. Donc oui, c'est des choses il faut communiquer davantage. Il faut bien sûr inciter les associations et soutenir surtout les associations pour qu'il puisse y avoir un contact direct avec les femmes concernées. Et pourquoi pas faire un benchmark au niveau international pour essayer d'apporter des solutions et surtout libérer la parole. Je pense que plus on libérera la parole, plus de femmes parleront, prendront le micro pour parler, plus on pourra combattre ce fléau. Je vous ai demandé comment vous alliez. Comment va le PAM ? Écoutez, de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Comme vous le savez, nous sommes passés par des phases un peu difficiles. Ah, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Exactement. Et aujourd'hui, on essaye de se reconstruire. Bien sûr, c'est difficile par ces temps, en temps de pandémie, parce qu'il est difficile d'organiser des rencontres, de communiquer avec les jeunes et moins jeunes. Mais en tout cas, on essaie de mettre en place différentes... il y a une convergence des idées aujourd'hui, il y a différentes énergies qu'on essaie de libérer, des énergies positives, et ça produit des choses intéressantes. Le secrétaire général a comme vous le savez, au mois d'avril dernier, nommé une commission pour faire les propositions du nouveau modèle de développement. On va en parler dans un instant. Il y a eu aussi une commission qui a suivi, qui a fait un projet de loi par rapport à la reprise économique, par rapport au débat qu'il y avait eu aux commissions de finances en juillet dernier. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a une commission qui est en train de faire un petit peu l'état des lieux pour préparer les prochaines élections. Et on pourra en discuter, bien sûr. Il y a encore des tensions ou pas ? Je m'excuse, mais c'est vrai que c'est important d'en parler, de dire clairement, parce que c'est vrai qu'on a tellement entendu de choses sur le PAM, un nouveau recours contre la direction du parti devant le tribunal administratif de Rabat, je crois, avec un rejet de demande de réunion du Conseil national. C'est vrai, ça ? Écoutez, tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a des voix minoritaires qui divergent avec l'actuelle direction, et c'est tout à fait leur droit. Hein. Quand on a fait le congrès et quand le nouveau secrétaire général a été élu, on n'a jamais dit qu'il y avait 100% des militants et des militantes qui étaient avec nous. D'ailleurs, ce n'est pas ça la démocratie. Il faut qu'il y ait des voix qui s'opposent et parfois qui challengent même les différentes directions des partis politiques, et c'est quelque chose qui est positif, que je considère positif. Il faut juste que ça se fasse dans le respect des uns et des autres.
Alors, j'aimerais avoir votre point de vue sur la situation actuelle, comment est gérée cette crise. Et je voudrais qu'on revienne en particulier sur une actualité brûlante, la santé. Et notamment ce scandale des cliniques privées. Vous en avez entendu parler, vous avez lu beaucoup de choses. Des choses notamment qui se sont passées sur cette antenne, sur la surfacturation des cliniques privées. Est-ce que le PAM a fait une sortie? Est-ce qu'il s'est exprimé sur ce sujet? Écoutez, tout simplement, j'ai envie de dire, c'est un sujet qui est remonté récemment par rapport à la pandémie qu'il y a encore, qui a mis à nu l'état de la santé au Maroc, chose que nous disions depuis des années, qui n'est pas nouveau. D'ailleurs, j'aimerais le rappeler, en 2012, le PAM étant à l'opposition, le seul budget pour lequel il avait voté positivement, il a voté oui, c'était le ministère de la Santé. À l'époque, c'était M. Lowardi qui était ministre de la Santé. Donc, juste pour dire que la problématique de la santé est quelque chose d'ancien. Et aujourd'hui, on s'étonne quand on voit que le capital, qui n'a pour objectif que de gagner de l'argent, qui n'a jamais été limité par un pouvoir gouvernemental, par une politique gouvernementale, on s'étonne de l'entendre dire ce qu'il dit. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à cette polémique, c'est de dire, mais où est le gouvernement ? Pourquoi on en est arrivé à laisser des cliniques pendant cette pandémie gérer par eux-mêmes cette problématique de Parce prix. qu'il n'y avait pas le choix, les hôpitaux publics étaient pleins, il n'y avait plus de place, pas de donc problème. Il fallait Alors, faire appel aux cliniques privées. C'est le moment de mettre en place des PPP ponctuels s'il le faut. Vous expliquez PPP Les partenariats publics-privés, ponctuels s'il le faut, pour gérer justement cette crise du Covid et justement pour qu'il n'y ait pas d'impact négatif, notamment sur le prix, sur les citoyennes et les citoyens. Bien sûr que ces prix-là choquent. D'autant plus la manière. On ne rentre pas en clinique tant qu'on n'a pas donné un chèque, tant qu'on n'a pas donné de l'espèce. Le chèque de garantie, le paiement en espèces. Oui, alors, mais c'est là où je me pose la question. Où est-ce qu'il est le rôle du gouvernement ? Le ministère ne doit pas être le ministère de la Santé publique, mais le ministère de la Santé tout court, et clinique y compris. Donc aujourd'hui, il y a une restructuration à faire sur la manière de la relation qu'il doit y avoir entre l'État et le privé. Et pourquoi pas prendre en considération cette idée de PPP, de partenariat public-privé, pour que l'État puisse... Pourtant, on en parle depuis longtemps. Ben oui, mais justement, c'est pas de ce fait. partenariat public-privé. Ça fait des années que l'on parle de la santé pour tous. Oui. Aujourd'hui, on s'aperçoit avec cette pandémie, en situation des plus dramatiques pour de nombreux citoyens marocains, Oui. non seulement que ça ne fonctionne pas, et qui plus est, ce n'est pas la santé pour tous. Oui. C'est un fait, c'est une réalité C'est aujourd'hui. la santé pour ceux qui peuvent. Et non, ceux qui en ont les moyens, c'est Les même pas moyens, ceux qui peuvent, parce que la payer. majorité, beaucoup de Marocains sont obligés d'emprunter, Exact. de faire des crédits pour pouvoir juste sauver des vies. Parfaitement. Alors, On est en 2020. je vais aller même plus loin avec vous. Lors de l'étude que nous avons faite sur la situation de la santé au Maroc, on s'est rendu compte qu'une simple opération dans un hôpital public coûtait par exemple 16 000 dirhams, alors que dans le privé, elle coûte 10 000 dirhams. Donc il y a une problématique même de gouvernance, de gestion de l'hôpital public en soi. Rajouter à cela le manque de personnel. On est en train de construire de très beaux CHU, à Tanger notamment, mais avec un sous-effectif réel. On va se retrouver avec des hôpitaux vides. Sans parler des CHU, il y a même des hôpitaux de proximité. Moi, Sous-effectifs de médecins, d'infirmiers, du personnel soignant. de tout le monde, de tout. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un député avec nous au sein du PAM. Lors de mon mandat 2011-2016, chaque 6 mois, il posait la même question au ministre de la Santé de l'époque. Nous avons ouvert un hôpital de proximité à Armisset, parce qu'il s'agissait d'Armisset. Il est très beau, il est très bien, il y a des machines, mais il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on en fait ? Avec la participation, bien sûr, de la commune, tout ce qu'on veut. Donc la problématique aujourd'hui, elle est vraiment plus profonde, plus complexe qu'on le croit. Il y a la problématique de l'effectif, du sous-effectif. Et aujourd'hui, il faudra poser les bonnes questions, au gouvernement de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il faut recruter ailleurs ? Vous savez, en Europe, par exemple, on n'hésite pas à recruter des médecins africains, marocains, algériens, tunisiens. Des externes, oui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudra penser à recruter ailleurs ? Donc, et pas forcément que les médecins. Pas forcément que les médecins. Je parle des infirmiers, etc., etc. Et donc, pour que l'hôpital public puisse être ce qu'on veut, c'est-à-dire du même niveau qu'une clinique privée. Et deuxièmement, moi je pense,
si on veut une santé pour tous, et on est en train d'aller vers une assurance universelle, etc., qui sera une assurance pour tous les Marocains et les Marocaines, il faut aussi accompagner ou restructurer le rôle des cliniques privées au Maroc. Excusez-moi, dans tout ce que vous dites, j'entends tout ce que vous dites, mais j'ai l'impression aussi, quelquefois, en recevant de nombreux partis politiques, le « il faut », en début de phrase, on y est habitué. À un moment donné, est-ce qu'il n'y aurait pas, je veux dire, des partis politiques, ou comme le vôtre d'ailleurs, qui appellent à un véritable débat public pour régler cette question une bonne fois pour toutes? Parce qu'il faut les recommandations, au bout d'un moment... Est-ce que vous pensez qu'un débat public va régler ces problèmes? Il faut exécuter. Aujourd'hui, vous et moi, n'importe quel citoyen dans la rue va vous dire, attention, il y a 2 problématiques majeures aujourd'hui dans ce pays, c'est l'éducation et la santé. On a eu des débats, on a eu des commissions, on a eu des solutions proposées, on a eu du PPP, de la régionalisation, etc. Tout ça existe. Mais qui exécute? Ce n'est pas vous à 2M, ce n'est pas moi en tant que parti de l'opposition. C'est un gouvernement responsable. Et moi, je ne vais pas parler uniquement du ministre de la Santé, parce que moi, je considère qu'il faut arrêter de traiter les problématiques par département. Non, il faut qu'il y ait une cohérence au sein d'un gouvernement d'abord. Il faut qu'on pousse vers qu'il y ait davantage de collectivisme, et il faut responsabiliser même le ministre de l'Industrie, le ministre du Transport, etc. C'est un gouvernement qui doit être responsable de la santé, de l'industrie et de l'éducation, parce que le ministre de la Santé, à lui seul, ne peut pas régler les problématiques sans la région, sans les PPP, sans l'implication des autres départements. On ne va pas trouver de solution. Et c'est ça notre malheur. C'est que en proposition, en solution, en théorie, en communication, tout est bon. Mais sur la pratique, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que chacun essaie de prendre le leadership sur un dossier précis, sans impliquer le reste des départements. Et au final, il y a un échec pour qui? Là, vous pointez du doigt le ministère de la Santé? Là, je pointe le doigt le gouvernement, et j'ai envie de dire les gouvernements qui sont passés. Écoutez, c'est très simple. Je suis désolé, je vais faire le parallèle avec le foot. Un joueur, on a beau ramener Ronaldo dans une équipe, mais s'il n'y a personne qui fait la passe, il ne pourra pas marquer. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de concertation? Encore au jour d'aujourd'hui, il y a une concertation de façade, et il n'y a pas un travail d'équipe. Chacun essaie de mettre la lumière sur lui, et il passe ses 2, 3, 4 ou 5 ans de mandat, et puis au final, résultat, l'échec, il est pour le citoyen et les citoyennes. Il nous faut aujourd'hui qui paye les pots cassés. Des politiques responsables qui nous disent, je n'ai pas besoin de mettre la lumière sur moi, la lumière doit être sur le département, sur le gouvernement qui doivent travailler main dans la main. Aujourd'hui, vous pouvez faire votre émission parce que vous avez une équipe derrière. C'est la même chose, le gouvernement, si on doit réussir dans 1 ou 2 départements sociaux, parce qu'aujourd'hui il y a une urgence réelle, je parle de la santé et de l'éducation, il faut que tous les départements se sentent concernés par la chose. Parce que quand on parle d'une meilleure éducation, l'économie est concernée, l'industrie est concernée, etc., etc. Quand on parle d'une meilleure santé, l'ouvrier, le citoyen, le salarié, le fonctionnaire, il est dans un esprit positif. Donc tous les autres départements sont concernés. Donc aujourd'hui, il faut installer cette envie de travailler ensemble, cette envie de travailler en équipe. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, malheureusement, dans l'exécutif. Mais le chef du gouvernement a reçu les différents partis politiques. Il y a eu des concertations. Il y a un travail de façade qui est fait, c'est une communication de façade, mais sur le terrain, on ne le ressent pas. Moi, je suis un élu... Vous voulez dire, il y a eu une concertation, mais ça n'a pas été plus loin. Mais non, moi je suis un élu du terrain. Effet d'annonce. Je suis un élu du terrain. Je ressens ça. Je ressens parce que ce non-collectivisme, ça impacte par la suite les différentes directions. Alors, quand on va voir un responsable dans une direction parce qu'il y a un problème dans un hôpital X ou Y, je dis non, c'est pas moi, c'est l'autre administration. Chacun essaie de fuir quand il y a un problème, alors que nous sommes tous concernés par un problème tout aussi petit qu'il soit. Il y a une vieille histoire qui dit qu'il n'y a pas de petite querelle. Donc, pour moi, il n'y a pas de petit problème. Chaque problème est concerné par tous les départements gouvernementaux, et seul aujourd'hui, ce qui nous manque, seul le collectivisme pourra apporter un plus aux différentes problématiques que nous connaissons aujourd'hui. J'aimerais que l'on parle de cette fameuse couverture sociale. C'est un point crucial. Le retard de la réforme fiscale. On en parle beaucoup en ce moment. La réforme fiscale qui traîne. Du coup, les caisses sont vides, les recettes fiscales sont trop faibles et les dépenses de l'État beaucoup plus importantes. Donc, du coup, difficile d'équilibrer, bien sûr. On va parler, et on a l'impression que presque c'est un tabou. Les experts économiques pointent du doigt un point en particulier, la corruption. Oui. Le secteur informel, la majorité des Marocains qui ne paieraient pas leurs impôts, et de ce fait, cela risquerait de mettre en péril la généralisation de la couverture
sociale. Quelle est votre position au donc sein nous, du PAM sur cette réforme de la fiscalité? Elle est au centre de tout ou bien pas? sûr que, non, c'est un point très très important. C'est vrai qu'il est difficile en 2020, 2021, avec cette pandémie, de parler d'impôts. Pourquoi? Parce que les sociétés souffrent, surtout les PME et les PMI, et les TPE et les TPI, bien sûr. Le citoyen lambda souffre, le fonctionnaire souffre, tout le monde souffre parce qu'il y a eu 3 mois d'arrêt, etc., etc. Enfin, on connaît. Donc, c'est le débat qu'il y a eu avant la pandémie, c'était un débat qui est pour moi intéressant, intelligent, dans la mesure où nous avons écouté tout le monde, les syndicats, les partis politiques, et nous sommes allés très loin dans les discussions. La réforme, moi j'ai envie de dire, c'est malheureux de le dire, mais elle va encore plus tarder à venir avec ce qui se passe. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de demander à des sociétés de payer plus d'impôts. Il m'est difficile de vous demander de payer davantage que ce que vous payez aujourd'hui. Donc oui, le gouvernement a eu recours à l'emprunt au niveau national et au niveau international, mais l'emprunt, c'est une sorte d'impôt retardé, parce que finalement, on va le payer. C'est notre génération qui va le payer, c'est une autre génération qui va le payer. Donc oui, c'est des problématiques aujourd'hui auxquelles on a apporté des solutions. Grâce à la couverture sociale, on peut petit à petit intéresser le secteur informel à se formaliser. Parce qu'il y aura une couverture sociale derrière, il y aura des services. C'est là où je vous dis que le collectivisme est intéressant, est important. Parce que c'est un cercle. C'est un cercle. Quand nous avons des bons hôpitaux, quand on a une bonne éducation, le citoyen n'aura plus de problème à payer. Parce qu'il sait que derrière, il n'aura pas à payer en plus le médecin au privé ou l'école en privé. Donc, c'est toute une réforme, c'est tout un esprit à mettre en place aujourd'hui pour les futurs gouvernements, pour qu'on puisse réussir les points que nous soulevons aujourd'hui. Les dispositions dans le projet même par rapport à la corruption, il n'y a corrupteur que parce qu'il y a un corrompu, il n'y a un corrompu que parce qu'il y a un corrupteur. C'est donc un cercle vicieux. On avancera quand l'administration, dans toutes ses composantes, va aller davantage vers la digitalisation, parce que ça peut être une solution à la corruption, et encore une fois, quand il y aura un état d'esprit où le collectivisme, l'autre point important du collectivisme, c'est que tout ça nous appartient. La route nous appartient, faire la queue, c'est quelque chose ça rentre dans ce collectivisme, etc. Donc plus besoin de donner 50 dirhams ou 100 dirhams pour récupérer un papier, mais il faut que avec des services qui soient d'un certain niveau. Qu'est-ce que demandent les citoyens? Le citoyen marocain n'est pas différent des autres citoyens du monde. Il demande juste de la qualité dans le service et un respect quand il a besoin de quelque chose. C'est tout. Il est 13h17, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle qu'il est politique se fait entrer l'invité, que nous recevons un membre du bureau politique du parti Authenticité et Modernité, Mahdi Ben Saïd. Je voudrais rester sur le volet économique, avec le projet de loi de finances 2021, qui va réinstaurer une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices nets et les revenus, ce qui permettra de financer justement la généralisation de la couverture sociale. On parle d'une durée de 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez au sein du PAM? Quelle est votre position? C'est très simple. Sur l'impôt sur la solidarité, on a fait 2 propositions qui sont très claires. Le ministère des Finances a amené un impôt sur la solidarité pour les salaires de plus de 10 000 dirhams, ce que nous avons refusé, considérant que 10 000 dirhams n'était pas assez élevé pour qu'il puisse y avoir un quelconque soutien, parce que 10 000 dirhams, c'est à peine si on peut en sortir. Je ne parle même pas des smicards, etc. Donc ça, c'est pour les revenus nets d'impôts supérieurs à 120 000 dirhams. Alors, on a essayé d'aller un peu plus loin. On a d'abord essayé, on a proposé 25 000, et on est tous tombés d'accord sur un plafond qui est de 20 000 dirhams. Et on a même essayé de provoquer le débat sur l'impôt sur la fortune. Je pense que c'est le moment, même s'il peut être un impôt sur la fortune ponctuel, qui va durer 4-5 ans, le temps qu'il y ait une reprise économique. Malheureusement, on n'a pas encore réussi à aller au bout de ce débat, mais je pense que c'est le moment, c'est aujourd'hui l'instant crucial où les gens qui ont les moyens, qui ont une certaine... On peut parler de chiffres, on peut parler qu'on considère qu'en fortune, tant de millions de dirhams, etc., doivent davantage participer, doivent davantage être solidaires, parce que ces grosses fortunes qui sont, je l'espère, basées sur une économie, donc sur des entreprises, etc., sans une certaine stabilité du pays, ils ne peuvent pas faire eux aussi des affaires. Donc, qu'ils soient solidaires pour accélérer cette reprise, et non pas la relance, comme le disent certains ministres. Non, on cherche maintenant à aller vers une reprise pour par la suite relancer l'économie. Donc, pour
accélérer cette reprise, il faut qu'il y ait une participation de ceux qui en ont le plus le moyen. Alors, depuis tout à l'heure, vous parlez... Si vous le permettez, juste un dernier point qui est important par rapport à l'économie. Nous appelons aussi le gouvernement à encourager le capital marocain à investir dans tout ce qui est industrie, enfin l'économie qui apporte de la richesse. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que le capital marocain n'investit que sur de la valeur sûre. Le terrain, la pierre, etc., etc. Alors qu'il y a différents points qu'on peut aujourd'hui encourager grâce au capital marocain, non pas attendre uniquement les IDE ou la CDG, etc. Moi, je parle de l'industrie, bien sûr, dans toutes ses composantes, mais aussi les startups, le digital, etc. Il y a des choses à faire aujourd'hui. Et pourquoi pas mettre en place des PPE d'une durée de 5 ans pour encourager ce capital marocain à venir investir dans certains secteurs aujourd'hui qui manquent de moyens, et par la suite, une fois que la machine tourne, que l'État reprend son argent avec une plus-value, ça fait aussi une entrée d'argent, au lieu d'imposer à des fonctionnaires, à la classe moyenne, etc. C'est une entrée d'argent directe pour l'État en créant de la richesse en plus. Est-ce que toutes ces propositions, vous les avez proposées lors de la séance de travail à la commission du nouveau modèle de développement? Un gros document, 130 pages. C'est ça. Bien sûr, on les a proposés. On a même proposé des mécanismes. Alors, on ne va pas pouvoir détailler les 130 pages parce que sinon, il faudrait la journée et encore. Ça ne suffirait même pas. Dans les grandes lignes, quelles sont vos priorités? Alors, je sais ce que vous allez m'énoncer, mais je vais vous arrêter avant même que vous le disiez. Si vous me dites la santé, l'éducation, quelles sont les propositions phares? Parce que l'éducation, les lacunes, nous les connaissons, nous venons de les aborder ensemble à l'instant. Mais en dehors, l'éducation, la santé, qui sont effectivement deux volets des plus importants, on a de véritables lacunes chez nous au Maroc. Quelles sont vos propositions concrètes? Qu'est-ce qu'on peut changer vite, rapidement? Alors, ce qu'on peut changer vite et rapidement, c'est d'abord voter les 100 lois encore cachées au gouvernement pour davantage aller vers plus de déconcentration et de décentralisation. 100 lois qui traînent dans les tiroirs. Exactement. On considère que la régionalisation, mais la vraie régionalisation, pas telle qu'elle est conçue aujourd'hui, peut d'abord créer de la richesse. Le modèle actuel ne fonctionne pas. C'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est pour moi, il n'a pas encore démarré. On ne peut pas juger quelque chose qui n'a pas encore démarré. C'est-à-dire que si je vous mets à la tête de deuxième, mais je ne vous donne pas les moyens. Voilà, donc nous avons des gentils présidents de région, mais avec peu de moyens. Je parle pas des moyens financiers, je parle juste sur le volet juridique, bien sûr. Donc, faire passer ces 100 lois pour donner davantage de pouvoir aux régions, aux communes, etc. Quand on parle de la régionalisation, bien sûr, on parle des différentes structures régionales, à savoir les régions et les communes. Et ça, c'est un point très important, parce qu'on pourra donner à la région les moyens d'investir dans sa région, on pourra donner à la région le moyen de participer à la mise en place d'un programme régional pour la santé dans cette région par rapport à l'éducation, parce que l'école à Beni Mellal n'est peut-être pas la même chose que Casa, les problématiques ne sont pas les mêmes, c'est des problématiques parfois petites, mais qui peuvent mais qui peuvent par exemple encourager davantage les jeunes filles à aller à l'école, surtout dans le monde rural, etc. Donc, plus la région aura la main, plus on pourra avancer rapidement sur le Maroc qu'on veut tous, au-delà des débats idéologiques qu'il peut y avoir sur certaines thématiques. Donc la régionalisation, pour moi, est un point essentiel pour qu'on puisse avancer. Deuxièmement... Alors, juste sur cette régionalisation, ça aussi, on en parle depuis des années. Aujourd'hui, en fait, au niveau des régions, on n'a pas la main libre. Pourtant, ils ont la connaissance du terrain, mais les décisions sont toujours prises à Rabat. Il faut toujours une concertation. Il n'y a pas une déconcentration réelle. Il y a une semi-déconcentration, alors que c'est sur certains sujets qui... Mais il y a eu quand même des avancées, là. Il y a quand même eu des points positifs. On ne va pas tout jeter à la poubelle non plus. Entre 2011 et 2015, concrètement, il y a eu une avancée. Mais pas assez. C'est tout, pas assez. Pour que le président de région puisse... Pour qu'on en ressente les effets. Pourquoi? Parce que ça va aussi dans la démocratisation du travail politique. Moi, demain, je veux juger mon président de région, mais je veux qu'il ait le plein pouvoir pour que je puisse le juger. Quand j'ai les pleins pouvoirs régionaux, bien sûr, il y a des attributions qui seront du domaine du centre, etc., du gouvernement, etc. On n'est pas en train d'aller vers un fédéralisme, on veut juste aller vers un régionalisme qui pourra davantage aider le gouvernement. Et c'est ça le cercle. Dehors de la régionalisation ? Alors, tout à l'heure, j'en ai vaguement parlé. Moi, je pense que c'est très, très important aujourd'hui. Moi, je considère que le capital marocain est malheureusement encore très lâche. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai signalé, il ne va aller que vers les valeurs sûres pour investir.
Il faut aujourd'hui. Il n'y a aucune prise de risque. C'est ça que vous voulez dire ? Il y a zéro prise de risque à l'image de nos banques au Maroc. Ils demandent la première garantie, la deuxième garantie, la troisième garantie pour pouvoir vous prêter de l'argent et non pas investir de l'argent. Donc aujourd'hui, le capital marocain, il faut mettre en place des mécanismes, s'il le faut avec l'État et pourquoi pas avec les régions. C'est là où la région et le rôle de la région peut devenir intéressant pour encourager certaines régions à se désenclaver économiquement et le pousser à investir dans des domaines inexistants encore aujourd'hui au Maroc. Vous savez qu'au Rwanda, on parle déjà de la robotique, etc. On en est encore loin au Maroc. Je ne vais pas parler des pays européens américains, je parle juste de l'Afrique. Donc il y a aujourd'hui des exemples à prendre et à développer au Maroc, mais il faut la participation de tous. Le collectivisme dont je parlais tout à l'heure, bien sûr, concerne une cohérence gouvernementale, ça c'est obligatoire, mais aussi un collectivisme avec les patrons, avec le capital marocain et les autres composantes politiques et syndicales. Alors, je vous avais dit, on n'aurait pas le temps de tout détailler. L'année 2021, une année cruciale pour l'avenir du Royaume, l'année de toutes les élections, comme on le répète souvent dans cette émission. Comment vous vous préparez au sein du PAM ? Écoutez, comme vous le savez, il y a une nouvelle direction à la tête du PAM depuis février dernier. Nous avons mis en place une commission qui est en train de faire le tour du Maroc pour faire un peu l'état des lieux. Parce que, comme vous l'avez rappelé, cette année, c'est une année électorale avec toutes les élections, à savoir les chambres professionnelles, dont on ne parle pas souvent, et bien sûr les élections communales, régionales et bien sûr législatives. Mais avant d'aller vers les élections, il faut qu'on fasse un état des lieux. Donc on est en train de faire aujourd'hui l'état des lieux pour savoir le comportement des élus avec les citoyens. Et là, on a un bel exercice qui a été le Covid, etc., le soutien qu'ils ont apporté, etc., leur intérêt à la chose publique. Ça, c'est très important. Et par la suite, bien évidemment, notre objectif, comme tous les partis politiques, est d'arriver premier. Donc, essayer de trouver les meilleurs éléments avec un cahier de charge, j'ai envie de dire, un cahier de charge où il faut qu'il y ait une respectabilité. Ce n'est pas, pour dire les choses clairement, ce n'est pas uniquement lié à l'argent. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un est sûr de gagner, parce qu'il utilise des moyens pas tout à fait démocratiques, qu'il est sûr d'avoir une accréditation du PAM aujourd'hui. Il faut mettre un cahier de charge. On est bien évidemment pragmatique, nous connaissons la réalité de notre pays. Il faut garder ce pragmatisme, j'ai envie de dire, ce pragmatisme positif, mais il faut aussi mettre des règles pour ne pas tomber dans des dérives. Des coalitions déjà en vue ? Écoutez, le secrétaire général a rencontré les différents secrétaires généraux. Mon idéal et l'idéal du parti, c'est de s'allier naturellement avec des partis progressistes pour qu'on puisse avancer rapidement sur des partis qui se disent progressistes. C'est-à-dire pas uniquement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue sociétal. Quel parti ? On parle de l'USFP, on peut parler du RNI, etc. etc. Maintenant, il y a des concertations que vous menez déjà pour une éventuelle coalition ou pas encore ? Non, pas encore. Mais ça va venir ? Ça viendra quand ça viendra, mais c'est encore trop tôt pour parler de coalition. Moi, il y a des rapprochements, on va dire. Non, il y a des rapprochements, pas historiques, mais naturels. Parce que quand on défend la question de la femme, par exemple, on se retrouve avec 3-4 partis qui défendent le projet sociétal que nous voulons pour la femme marocaine. Quand on défend un projet économique, on se retrouve avec 3-4 partis. Et puis, il y a des différences sur d'autres sujets, ce qui est tout à fait normal. Oui. Donc, il faut différencier l'alliance idéologique d'une alliance gouvernementale axée sur un programme de 5 ans. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui. C'est pour ça que si on veut aller vers une réussite totale et être sûr qu'il y aura une entente naturelle, il faut normalement aller vers des alliances plus naturelles que pragmatiques. Maintenant, est-ce que ça sera le cas pour le PAM en 2021 ? Je ne sais pas. Est-ce que le PAM sera au gouvernement en 2021 ? Je ne sais pas. Ça, c'est les citoyens qui décident. C'est les citoyens qui décident de si on est premier, deuxième ou troisième. Et donc, si on veut s'allier avec quelqu'un qui se retrouve dernier ou si nous sommes derniers, comment on va faire pour s'allier ? Vous parliez des femmes. Quelle est leur place au sein de votre parti ? Nous défendons la parité. D'accord, mais elles sont combien au sein du bureau politique, par exemple ? Le bureau politique, d'abord, comme vous le savez, le bureau politique n'est pas terminé. Il n'y a que les membres de droit aujourd'hui, dont 3 femmes. Sur combien ? La présidente du Conseil national, la présidente de région de Tanger et une jeune femme, sur une 12aine, je pense. Mais c'est des membres de droit. Il n'y a pas encore eu d'élection parce qu'on n'a pas encore terminé
les instances du parti parce qu'il y a eu le Covid et qu'on n'a pas le droit de rassembler plus de 20 personnes comme tout le monde le sait. Donc, sur la question de la femme, il y a deux projets sociétals. Il y a ceux qui considèrent que la femme est la continuité de l'homme et ceux qui considèrent que la femme est l'égale de l'homme. Nous faisons partie de cette deuxième tranche, considérant que l'homme et la femme sont égaux. Et donc, de ce fait, nous devons tout faire pour permettre à la moitié de l'homme, enfin la moitié de l'humanité, pas de l'homme avec un grand H, de vivre normalement et sereinement dans cette société marocaine, même si elle peut être parfois un peu trop patriarcale. Et pour ça, il y a des mécanismes, bien sûr, il y a le volet juridique, mais il y a surtout l'éducation qui joue un rôle, pour moi, majeur, pour permettre justement qu'il y ait davantage de respect pour cette femme, quelle que soit physiquement, quel que soit son niveau, etc. Il faut respecter. Mais c'est la femme. encore mieux de le prouver au sein du parti en termes Bien de sûr. représentativité, peut-être. Je pense que le parti qui a le plus de femmes au sein du Parlement, c'est le PAM. On est allé très loin, même s'il y a eu un conflit au sein de la jeunesse, où nous avons représenté que des jeunes femmes, la liste des jeunes en 2016, où il y a eu un débat interne fort, parce que les jeunes se sont considérés comme mis de côté. Et le secrétaire général du parti, lors des discussions de la loi électorale, a proposé carrément la suppression de la liste des jeunes pour rajouter 30 sièges aux femmes. Je pense que c'est une belle avancée. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que... C'est important ce que vous venez de dire. Oui. Vous venez de dire retirer au niveau des jeunes pour laisser la place aux femmes. Oui. Pourquoi vous ne dites pas tout simplement retirer des représentants hommes et mettre des femmes ? Oui, des jeunes hommes, des jeunes hommes. Parce que généralement, quand on parle de jeunes, sur la scène politique, quand on parle de jeunes, La généralement, nouvelle génération, vous les voulez dire. partis présentent que des jeunes hommes. Rares les partis où ils présentent des jeunes femmes. Donc pour aller très loin, Plus loin. Pour aller plus loin, le mettre dans la loi, comme ça il n'y a plus d'amalgame. Mais normalement, cette liste de jeunes aurait pu être autant pour les jeunes hommes que pour les jeunes femmes, voire même considérer que cette nouvelle génération est paritaire et obligée à ce qu'il y ait 50% hommes, 50%. Malheureusement, ça n'a pas été le cas dans de nombreux partis politiques, notamment le mien en 2011, j'ai pas honte à le dire. C'est pour ça qu'on a essayé de corriger cette chose en permettant davantage de présence aux femmes. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois que les femmes sont représentées dans les instances, il faut qu'elles fassent davantage pour les autres qui ne sont pas représentées. Qui ne sont pas représentés. Et ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, politique et d'un parti politique, elle nous avait dit dans ce même studio, oui, mais beaucoup de femmes ont peur de s'engager quelquefois, parce que c'est pas facile, parce que le terrain est dur. Il faut créer une réelle solidarité féminine. Parfois, les plus grandes opposantes à la problématique de la femme, c'est la femme elle-même. Une toute autre question, un tout autre sujet, mais qui revient et que nous posons à tous les représentants politiques que nous recevons depuis cette rentrée, et à la demande de nos éditeurs, et en particulier des Marocains résidant à l'étranger. Au sein du PAM, quelle est votre position sur le droit de vote de nos MRE ? Écoutez, sur le principe, bien sûr, on est d'accord. D'ailleurs, je pense que tous les partis, sur le principe, sont d'accord. Sur le principe. Oui, mais les mécanismes. Sur quels mécanismes ? Sur le principe, on a fait des rencontres avec des Marocains. D'ailleurs, le PAM a des sections à l'étranger, en Europe, aux États-Unis. Vous comprenez qu'ils se sentent totalement exclus, qu'ils sont marocains et qu'ils se disent mais finalement, on ne représente pas grand-chose pour notre pays ? Mais je vais aller même plus loin. Moi, j'ai été étudiant à l'étranger. Et j'aurais aimé pouvoir voter pendant ces élections-là, à défaut de pouvoir me déplacer. Moi, je pense que c'est une problématique de mécanisme. Et à un moment donné, il faut réellement s'y intéresser pour mettre le budget nécessaire pour régler ce problème-là, tout simplement. Bien sûr, certains te diront, c'est pas avec un seul bureau de vote. Un exemple très précis, un bureau de vote aux États-Unis. La communauté, elle est installée à Washington, New Jersey, etc. Parce que c'est un sujet qu'on a réellement étudié. Le mec qui habite Miami va dire, ou là en Floride, il va dire, moi je vais pas faire le déplacement pour aller voter. Donc aujourd'hui, il faut parler, est-ce qu'on va aller vers le vote électronique, etc. Il faut pouvoir en débattre sereinement et trouver des solutions aux problèmes que nous suggère l'administration quand on parle du vote des Marocains résidant à l'étranger. Pourquoi vous êtes au PAM ? Écoutez, Qu'est-ce qui vous anime ? Et d'abord, vous y êtes depuis combien d'années ? Depuis sa création, j'ai d'abord fait partie du Mouvement pour tous les démocrates, donc l'association qui a permis au PAM d'exister aujourd'hui, parce que c'était quelque chose de nouveau et avec un discours différent des partis politiques classiques qui étaient là à l'époque, en 2007-2008. Comme tout jeune étudiant à l'étranger, mon intérêt se portait davantage pour le Maroc qu'à mon pays d'accueil où je faisais mes études. Et donc, il y a eu la création du MTD d'abord, j'insiste sur ça, qui a changé un petit peu ma manière de voir.
parce qu'on était dans un Maroc nouveau, un Maroc qui se veut moderne, et qui est donc une association qui était là pour défendre justement ces idées modernes que malheureusement, en tout cas à l'époque, la direction de l'époque, les choses ont évolué depuis, les partis dits classiques progressistes ne défendaient plus. Et donc, il y a eu un engouement, un intérêt tout à fait naturel et normal. Et petit à petit, j'ai intégré le parti en février 2009, lors de son congrès constitutif. Et depuis, j'y suis, parce que quand je m'engage dans un parti, quand j'y crois, j'y reste. On connaît un peu aussi le jeu de la chaise musicale. Oui. De personnes, malgré leur engagement qui change de parti. Et si vous aviez, vous, une très belle proposition au sein d'un autre parti politique, vous partiriez ou pas ? Absolument. Ce n'est pas une question de proposition. C'est une question d'engagement. Oui, mais quelquefois, excusez-moi, ce sont des propositions de postes plus importants, plus valorisants. Ce n'est pas pour paraître... mais ce n'est pas le poste qui est intéressant. Quand on fait de la politique, ce qui est intéressant, c'est les valeurs qu'on défend et le combat politique. Mais je ne vous apprends rien. Vous avez des hommes politiques très engagés qui sont passés d'un parti politique à un autre. Il peut y avoir une évolution. Il peut y avoir une évolution, pas pour un poste, parce qu'on n'est plus d'accord avec les idées d'un projet, et on peut se retrouver dans un autre... Par exemple, la scission qu'il y a eu entre le PSU et le UCFP à l'époque, les gens, ils ont perdu, ils n'ont pas gagné des postes, d'accord, mais ils défendent des valeurs, des idées qu'on respecte ou pas. Donc, il peut y avoir une évolution si un jour le parti dans lequel je milite depuis sa création n'est plus... si je ne me reconnais plus dans ce parti, il peut y avoir une évolution vers quelque chose d'autre ou carrément rentrer à la maison. Dire, bon, j'ai donné ce que j'ai à donner et puis basta. Mais changer un parti juste pour un poste, juste comme ça, non. Mais les valeurs pour lesquelles vous vous êtes battu depuis que vous vous êtes engagé au sein du PAM, ces valeurs, ce sont lesquelles ? C'est les valeurs du progrès, c'est les valeurs du respect de l'autre d'abord, c'est des valeurs sociales. Si je devais définir ça en un seul mot, en un seul programme politique, ça serait les valeurs du social-libéralisme. C'est-à-dire oui pour un marché libre, oui pour que les sociétés puissent émerger, exister, créer, innover, mais dans un État qui se veut davantage social. Et c'est vers ça, quand on parle de couverture sociale pour tous, etc., on est en train d'aller vers ça aujourd'hui. Il faut, malheureusement, on y revient, il faut une santé réelle pour tous et une éducation réelle pour tous. Vous savez, moi, quand j'étais petit, j'ai d'abord commencé par l'école marocaine. D'accord ? Et après, petit à petit, j'imagine que mes parents, n'étant pas contents du résultat de l'école marocaine, m'ont mis dans un autre système. Donc aujourd'hui, ce que cherche n'importe quel citoyen, c'est la meilleure chose d'abord pour ses enfants. Et donc la meilleure santé pour ses enfants. Le foyer, peu importe ses revenus, même s'ils sont à 2 et qu'ils se démènent et qu'ils arrivent à faire entrer 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 dirhams, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Et donc, pour moi, l'État, le gouvernement, le responsable politique doit se battre pour essayer de leur donner ce meilleur possible. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'évolution du monde, on peut se permettre ça. On peut se permettre ça. Si, au moins, au niveau aujourd'hui, vous savez, dans certains pays qui sont en sous-effectif médical, il y a aujourd'hui des médecins qui font des opérations par la voie du digital. Donc, il y a aujourd'hui des évolutions possibles. On considère que nous avons un PIB assez bas, qu'on n'a pas assez d'argent pour faire tout ce qu'on veut faire. Mais il y a des solutions autres, des alternatives plausibles aujourd'hui pour notre pays, pour que chacun se sente concerné par son pays, par la chose publique. On n'est pas tous obligés de militer au sein d'un parti. On n'est pas tous obligés de s'engager politiquement, mais je pense que si les politiques font bien leur travail, chacun aimera et s'attachera à ce pays-là. Une dernière question. Oui. Allez-y. À titre d'exemple, le Maroc des années 30-40, on était sous occupation, et on n'avait pas grand-chose, et pourtant, le citoyen se sentait concerné par son pays, et il s'est battu pour libérer ce pays-là. On doit revenir à cette mentalité. Une dernière question. On a évoqué de nombreux sujets depuis 13 heures. Vous le savez, en fait, l'image du politique est effritée. On n'est pas les seuls, hein, ce n'est pas qu'au Maroc. Le climat de confiance, malheureusement, et le fossé, comme on dit, voilà, ça grandit de jour en jour. Oui. À votre avis, comment on réconcilie le politique avec le citoyen ? Sincèrement, le fossé se creuse. Oui, non, sincèrement, c'est la responsabilité du politique. Comment ? C'est la responsabilité du politique à 80% et à 20% du citoyen. Comment ? Quand on assume une responsabilité, qu'on soit secrétaire général d'un parti, membre d'un bureau politique,
élus, opposition, majorité, on se doit de ne pas oublier pourquoi on fait ça. Oui, certains politiques te diront oui, mais c'est un sacrifice, je ne vois plus. Mais personne t'a demandé de le faire. Donc c'est un engagement volontaire, par amour pour cette patrie et par amour pour ses concitoyens. Donc il faut davantage communiquer, davantage être présent. Et quand on est au pouvoir, par exemple, que ce soit à la commune, à la région ou au gouvernement, faire le pourquoi on est là. Et c'est ça qui est important, prendre sur soi pour se concerter, parce que c'est aussi ça la démocratie. La démocratie, c'est la concertation, c'est pas autre chose. Hein. Sinon, on enlève la démocratie, on va aller avec des décisions beaucoup plus rapides. Mais cette concertation prend du temps. La concertation d'abord avec les différents collègues au sein du gouvernement, la concertation dans une région avec les différents élus, qu'ils soient membres de la majorité de l'opposition, et puis la concertation avec le citoyen. Je ne vous apprendrai pas qu'en Suisse, il y a des mécanismes totalement différents des nôtres, avec une concertation directe avec le citoyen. Je ne dis pas qu'on ira jusqu'à là, mais au moins... Et pourquoi pas? Non, dans un premier temps, faisons d'abord ce qu'on peut faire, c'est-à-dire concertons-nous entre nous, que les dits responsables se concertent entre eux, qu'il y ait un pacte politique entre les acteurs politiques pour qu'il y ait un respect des uns et des autres et un respect de l'engagement et du sens de la responsabilité par rapport à une dite responsabilité. Si je suis maire, je dois aller jusqu'au bout de ma mission. Et ma mission, ce n'est pas uniquement la paperasse, etc. Non. C'est le terrain. C'est le terrain. Et pourquoi pas aujourd'hui que les maires, que les présidents de région prennent le défi du zéro chômage dans ma ville, zéro chômage dans mon quartier. Et à eux de devenir des VRP et d'aller encourager des sociétés à venir investir. On en revient à la régionalisation. Mais bien sûr. Sur le pouvoir des régions. Mais les régions ne viennent pas en opposition au gouvernement. C'est une continuité normale parce que les élus, ils font partie d'un parti politique, dont est membre aussi le ministre, le chef de gouvernement, etc. Donc il y a une continuité réelle. Donc pour moi, les présidents de région, les maires, les élus de manière générale, doivent devenir des VRP de leur quartier, de leur ville, pour encourager et faciliter l'investissement. La problématique d'aujourd'hui, c'est quoi? Quand on parle à n'importe quel jeune, je me balade à Rabat dans ma ville et quand je me réunis avec des jeunes, leur problématique principale, c'est l'emploi. Bah bien évidemment. À une certaine époque, c'était « Ah non, il me faut un terrain de proximité ». Non, aujourd'hui, les gens veulent devenir indépendants, surtout quand on a 25, 26, 27, 30 ans et qu'on vit toujours chez ses parents. Donc, cette problématique, vu qu'elle est remontée à l'élu local, et qu'elle concerne autant les mairies aujourd'hui, les régions, que le gouvernement, il faut qu'il y ait une continuité, une approche différente de l'approche existante aujourd'hui. Ce n'est pas des cabinets étrangers qui vont venir nous faire des stratégies pour créer de l'emploi à Bouarfa ou à Dakhla. Non. Il y a une pratique, il y a des informations à faire remonter pour qu'il y ait une cohérence dans les politiques mises en place. Il y a beaucoup d'investissements dans les études qui sont mises en avant, mais avec un résultat malheureusement parfois quasi nul. Allez, on termine sur une note positive parce que depuis tout à l'heure, on a parlé de tout ce qui ne va pas. J'aimerais bien qu'on termine sur une note positive. Qu'est-ce qui va bien en ce moment, qui fonctionne extrêmement bien? Et voilà, pour positiver un petit peu dans cette actualité quand même qui est des plus moroses, il y a quand même des choses qui vont bien au niveau politique et des décisions qui sont prises de part et d'autre. Qu'est-ce que vous aimeriez saluer? Parce que c'est bien de critiquer. Bien sûr, là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous réunit et où vous dites au sein du PAM, ça c'est bien, ça on adhère, ça on soutient? Bien sûr. Alors, d'abord, quand on critique, c'est parce que c'est notre rôle en tant qu'opposition de challenger le gouvernement pour qu'il soit meilleur, hein, pas pour le critiquer, pour qu'il parte. Non. Et oui, il y a des points que ce gouvernement a mis en place qui sont assez intéressants. D'abord, la gestion au départ du Covid était intéressante. Tout à l'heure, on en parlait avant d'entrer en émission. Moi, j'aurais même donné 9 sur 10, 10 sur 10 par rapport aux 2 premiers mois, parce qu'il y avait un bon esprit. Tout le monde, on revient au collectivisme. Tout le monde voulait travailler, tout le monde voulait aider le citoyen, saluer le policier, l'applaudir, etc. Donc, c'était un bon esprit. Et c'est cet esprit-là qu'il faut essayer de garder, malgré les quelques échecs qu'on aura en route. Ce qu'il faut aussi saluer, on n'en parle pas assez, mais la politique étrangère du Maroc est à saluer. Il y a un travail immense qui est fait aujourd'hui, en pleine période du Covid. Comme vous le savez, ce qui s'est passé à Agadir, des provocations inutiles en pleine crise sanitaire. Et pourtant, le Maroc, sagement, a géré cette période, pour moi, saluée par, je ne vais pas dire
que les pays amis, mais les organisations internationales telles que les Nations Unies aujourd'hui qui n'ont rien trouvé à dire ou à redire. Donc il y a des choses positives qu'il faut mettre en avant. Peut-être saluer aussi notre équipe nationale qui a gagné ces 2 derniers matchs. Ben voilà. Et quand l'équipe nationale gagne, ça donne envie aux Marocains de se donner davantage. C'est positif. C'est un plus. Donc il y a du positif, mais notre rôle aussi, c'est de challenger pour qu'on soit davantage meilleur, c'est tout. Merci beaucoup, Mahdi Ben Saïd. Je vous rappelle, membre du bureau politique du PAM. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir joué le jeu. 13h45, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Lundi prochain, nous ne serons pas avec des politiques, mais nous allons revenir justement sur les violences faites aux fans dans le cadre de ces 16 jours d'activisme. Et on ira sur le terrain découvrir le travail que mènent les cellules de la DGSN. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous nous retrouverez dans quelques minutes sur nos réseaux sociaux. Merci, au revoir. Merci à vous. Vivre avec vous.